On va découvrir maintenant, vous en parlez, une initiative très concrète d'USDE pour produire de l'électricité à partir d'énergie renouvelable. J'invite pour en parler à nous rejoindre Aurélie Rossignol. C'est la responsable du service optimisation énergétique d'USDE. Bienvenue. Avec nous également Richard Gégère, vice-président d'USDE, qui nous rejoint en charge de la transition énergétique, maîtrise de l'énergie et énergie renouvelable. Bienvenue également. On va parler ensemble du cadastre solaire. C'est un outil très pratique si vous souhaitez investir dans une installation solaire pour vous décarboner et faire des économies. Le cadastre solaire, il est disponible sur Internet. Il vous permet de savoir si votre toiture est adaptée ou non à des panneaux solaires, comment calculer vos futures économies et enfin, il vous dira quel prix il faut compter pour une installation solaire de qualité. Alors, pour en parler, on va en discuter dans quelques instants avec Richard Aurélie, mais au préalable, je vais vous montrer un petit film pour bien saisir le sujet. Bienvenue sur le cadastre solaire du SDEY. Vous souhaitez être acteur de la transition énergétique, faire des économies, contribuer au développement des énergies renouvelables, produire votre propre énergie ou investir dans une installation solaire photovoltaïque. Autant de bonnes raisons pour développer la production d'énergie solaire sur toiture. Manon a acheté sa première maison. Elle vit maintenant en Puisay-Forterre. Elle travaille de chez elle et se demande si elle pourrait mettre des panneaux solaires pour réduire sa facture d'électricité. Richard souhaite connaître la rentabilité d'une installation solaire thermique pour chauffer l'eau chaude sanitaire de sa maison. Clément et Sophie sont agriculteurs. Ils aimeraient connaître le potentiel solaire des toitures de leurs bâtiments afin d'éventuellement en tirer une source de revenus supplémentaires et être acteurs de la transition énergétique. Philippe est maire d'une commune de Lyon. Dans le cadre de sa politique environnementale, il a pour projet d'équiper en panneaux photovoltaïques ses bâtiments communaux. Comme eux, entrez votre adresse sur le site du cadastre solaire de Lyon et regardez le potentiel solaire de vos toitures. Grâce à cet outil, vous pouvez obtenir des informations sur les surfaces à privilégier, la puissance de la future installation, sa production, son coût et sa rentabilité. Ainsi, après quelques clics, vous pourrez cadrer votre projet en fonction de votre maison et de vos besoins. Vous êtes intéressé par ces premiers résultats ? Pour avoir des réponses à vos questions, demandez conseil auprès de la structure publique neutre et objective qui pourra vous renseigner. 6 acteurs de la transition énergétique de Lyon se mobilisent pour vous accompagner dans votre projet. L'ADIL 89 pour accompagner les particuliers, les 3 chambres consulaires, la CCI, la CA et la CMA pour l'ensemble des entreprises, le CAUE pour les maîtres d'ouvrage publics, privés et les particuliers, et le SDEY pour les communes. Particuliers, associations, communes, agriculteurs, entreprises, bailleurs sociaux, quel potentiel solaire sur ma grange, mon bâtiment professionnel, ma maison ? Rendez-vous sur le site sdey89.cadastre-solaire.fr. Voilà un outil bien pratique, Richard Gégère. Pourquoi vous avez décidé, USDE, de lancer ce cadastre solaire ? Ça a été la volonté de mettre en place un outil à disposition des collectivités locales, un outil d'information et de sensibilisation, mais aussi d'écarter, d'être prospecté par tout un tas de commerciaux qui se sont installés dans ce créneau et qui n'ont pas toujours des propositions pertinentes. Mais la volonté également a été d'avoir un outil fiable, facile d'usage. D'ailleurs, comme vous venez de le voir, c'est un outil très simple d'accès et en 3 clics, vous pouvez savoir quelle est la potentialité de votre toiture ou d'une toiture. Et c'est un outil qui doit être mis et qui est mis à jour régulièrement et qui prend en compte les données d'ensoleillement du territoire, mais aussi les données environnementales. En fait, c'est un outil d'aide à la décision, parce qu'il permet d'évaluer les potentialités de votre toiture et également les 2 formes
de choix que vous pouvez avoir. C'est soit vous êtes en autoconsommation, soit vous êtes en vente de la production de votre énergie. Donc, c'est un outil grand public, pour tout public, facile d'usage, facile de compréhension. Moi-même, je suis allé consulter le cadastre solaire pour savoir quelle était la potentialité de ma toiture. Et j'ai pu vérifier qu'il y avait deux solutions, dont une était vraiment plus intéressante pour moi parce que je pouvais amortir en 9 ans le coût de l'installation versus l'autre solution qui s'amortirait en 12 ans. Mais malheureusement, et ça aussi c'est l'intérêt de l'outil, c'est qu'il attire votre attention, il y a des éléments qui vous informent sur certaines impossibilités. Et comme ma maison se situe en secteur sauvegardé et que nous n'avons pas encore l'accord de l'ABF pour installer des panneaux photovoltaïques sur nos toitures, donc j'ai les informations, mais je n'aurai jamais la potentialité d'installer ces panneaux photovoltaïques. Voilà, il faut attendre le retour de l'architecte des bâtiments de France. Aurélie Rossignol, donc, on voit bien tout l'intérêt du cadastre solaire. C'est un outil donc, de sensibilisation, mais c'est donc un outil aussi d'accompagnement pour tout projet solaire. Oui, c'est d'abord un outil de sensibilisation. Vous avez vu qu'il est très simple. En quelques clics, on a ces informations. C'est à destination de tous les publics, on l'a vu, les particuliers, les entreprises, les collectivités. Mais après, quid de ces informations? Elles sont simples, les surfaces, la production solaire, la puissance de l'installation, quelques éléments chiffrés. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de ces données? C'est annoncé à la fin de la vidéo. Le syndicat a noué des partenariats avec des structures neutres et objectives, que sont les 3 chambres consulaires, l'ADIL avec son espace France Rénov, qui conseille les particuliers, et également le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Lyon, donc 5 structures locales, qui ont des personnes en interne et qui déjà conseillent chacun pour son public cible les éventuels porteurs de projets, et de manière neutre et objective, comme le syndicat le fait également pour ces communes. Alors justement, les communes, toutes les communes, tout le monde peut avoir accès à ce cadastre solaire, Richard? Oui, tout le monde peut y avoir accès, public comme collectivité locale, mais pour autant que la communauté de communes ou le PCI ou la communauté d'agglomération ait contribué financièrement à ce cadastre solaire. Et la contribution est vraiment très modeste puisqu'elle est de 20 centimes par habitant. Donc, il est important que ces EPCI y contribuent. Tout à l'heure, Aurélie vous donnera les chiffres puisqu'il y a, sur les interventions, sur les personnes qui ont déjà consulté ce cadastre solaire qui est en place depuis quelques mois puisqu'il a été mis en place en mars. Il est opérationnel depuis mars de cette année. Donc, c'est important pour le particulier de savoir ce qu'il peut tirer de sa toiture en économie d'énergie et en production. Mais ça l'est tout autant aussi pour les collectivités locales. Par exemple, on peut imaginer que dans les collectivités qui sont dotées d'un PCAET, Plan Climat, Air, Énergie Territoriale, eh bien, l'outil peut les aider à calculer le potentiel d'énergie renouvelable de son périmètre et ainsi introduire des projets d'aménagement, des aides pour ces villes et villages qui souhaiteraient équiper leurs bâtiments publics de panneaux solaires. Donc, pour le moment, toutes les communautés de communes n'y ont pas adhéré, mais je les incite fermement à y adhérer parce que ça peut les aider et ça peut aider leur village à essayer de construire des projets, mais également aux particuliers de construire leurs projets et de façon tout à fait objective. Alors vous l'avez dit, ça fait quelques mois, ça fait 9 mois à peine que le cadastre solaire est lancé. Est-ce qu'on peut cependant faire un premier bilan, Aurélie ?
Alors oui, effectivement, le cadastre a été inauguré au mois de mars de cette année. Alors il faut savoir que le syndicat a cadastré tout le département de l'Yonne. Donc il est finalement à disposition de toutes les communes et communautés du département. Et les adhésions se sont faites au fur et à mesure de l'année. Donc aujourd'hui, on est à 6 EPCI, on a 14 communautés de communes ou d'agglomérations sur le département. 6 ont officiellement adhéré, on attend encore des réponses pour d'autres. Ça couvre aujourd'hui donc 53% de la population. Sur les 6 mois, je dirais, des 5, parce que la dernière vient tout juste d'adhérer, sur les 5 communautés de communes qui ont adhéré depuis le début d'année, on est à plus de 4200 utilisateurs donc, qui sont venus cliquer sur l'outil. Sur ces 4200 utilisateurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que 80% finalement des intérêts se portent sur le solaire photovoltaïque et 20% sur le solaire thermique. Et sur les choix du solaire photovoltaïque, à un moment, on vous demande aussi si vous êtes intéressé pour de la vente totale ou si vous voulez faire de l'autoconsommation individuelle. Et là, finalement, on est à peu près à 50% pour les deux choix possibles. Ce qui laisse aussi à penser que c'est majoritairement des particuliers qui sont venus sur cet outil, puisque le potentiel sur le cadastre, l'autoconsommation collective est un choix possible uniquement pour les particuliers. Il n'est pas possible pour les communes ou entreprises, puisqu'il faut avoir une idée de la consommation du bâtiment. Or, il y a des moyennes, je dirais, pour les particuliers. Quand on est une famille de 2 personnes, de 3 ou de 4, on a des moyennes qui sont données. On peut même rentrer également sa consommation annuelle. Donc, on peut mettre en parallèle la production d'un côté et la consommation, ce qui n'est pas vraiment possible pour une entreprise. Il y a tellement de diversité qu'il n'y a pas de moyenne possible dans cet outil. Et pareil pour les collectivités. Donc voilà, sur le solaire photovoltaïque en priorité, et il semblerait majoritairement par les particuliers. Merci. Je propose maintenant qu'on découvre un projet inspirant sur l'autoconsommation. On va inviter à nous rejoindre Stéphane Raisin, c'est le directeur général de Territoire d'énergie des Hautes-Alpes. Oui, je vous en prie. Vous vouliez dire quelque chose, Charles-Antoine ? Oui, juste un petit mot quand même, ça me semble assez essentiel cet outil-là. On parlait d'accélération forcée sur les énergies renouvelables. Vous savez que les communes doivent mettre en place des zones d'accélération. Et typiquement, cet outil-là, ça vous donne quand même des briques pour regarder sur votre commune où ça pourrait se situer. Alors, je sais qu'il y a un outil qui existe, et vous le savez peut-être aussi, via l'IGN et les CEREMA, mais on a demandé à ces organismes-là, qui sont nationaux, de pouvoir intégrer les outils locaux qui ont été mis en place. Et typiquement, cet outil-là, qui me semble essentiel et fondamental, alors sur la partie, pour l'instant, photovoltaïque, peut-être qu'on reviendra après sur d'autres énergies renouvelables, permettrait quand même de vous appuyer, alors via les services du SDE, pour essayer de circonscrire sur votre territoire, ici une zone, là une autre. Ça donne quand même des indications. Alors, si on n'y arrive pas, parce que les délais sont très contraints quand même pour vous les maires, dans le texte de loi, c'est le 10 novembre. On sait que tacitement, l'État pourrait tolérer jusqu'à la fin de l'année. Nous, on essaye modestement, avec les élus de notre comité exécutif dont fait partie le président Jean-Noël Loury, de pousser à la fin du printemps 2024 pour se donner le temps de regarder, de délibérer, de faire proprement les choses. Donc on disait, nous, on accélère, mais on accélère en ayant le sens pratique. Donc on essaie d'aller dans ce sens-là. Et cet outil-là, typiquement, me semble quand même une brique qui peut vous accompagner. Et le SDE pourra vous renseigner, vous aider pour aller dans ce sens-là. Voilà, je voulais préciser ça. Merci pour cette précision. Donc, Stéphane Raisin est avec nous, le directeur général de Territoire d'énergie qui nous vient des Hautes-Alpes. Merci beaucoup d'être venu ici pour nous parler de ce projet. Donc, vous pilotez cet établissement public qui regroupe 159 communes engagées donc dans une transition énergétique assumée. Et votre objectif, c'est de rendre vertueuses nos consommations en lien avec l'énergie locale. Alors, avant de vous entendre sur cette autoconsommation, vous pouvez nous dire 2 mots peut-être sur le syndicat ? Oui. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci, Président Jean-Noël Loury, de l'invitation. C'est parfait. Donc, je vous propose de commencer par une photo récréative. Ça pose le contexte du département des Hautes-Alpes. Alors, je viens de le tester hier. C'est 6 heures de route pour venir vous voir. Donc, prenez la semaine quand vous venez dans le département, parce que c'est quand même un sacré déplacement. En tout cas, nous, on est prêts à vous accueillir. C'est un département de 140 000 habitants.
qui souffre d'une grande variation en fait, de population, puisque c'est 140 000 à l'année et 450 000 habitants l'été et l'hiver. Et donc, on a la première économie, c'est le tourisme chez nous. Et donc, on est mitoyen de 3 grandes métropoles, hein, que sont Lyon-Grenoble. Enfin, on est à 2 millions d'habitants sur le nord. On est avec Aix-Marseille sur quasiment 2 millions d'habitants. Enfin, je résume les grands chiffres, mais sur le sud, donc quand ça roule bien, à 1h30 de route. Et puis surtout pour nous, hein, c'est la région Piémont, turinoise, puisque c'est 2,2 millions d'habitants à 45 minutes. Et donc, c'est une très, très grosse clientèle, les Italiens. Et donc surtout sur la partie nord-Hautes-Alpes. Donc voilà notre département, donc c'est un département à 1000 mètres d'altitude, la commune la plus basse c'est 500 mètres. Et j'allais dire que les Hauts-Alpins, ça fait comme les habitants de la montagne sont résilients depuis des siècles, par le fait même de la géographie. Et j'allais même dire qu'il y a certaines années, on est même frugaux, quoi. Enfin en tout cas au Moyen-Âge. Donc cette notion de résilience, cette appropriation de l'énergie de nos territoires, finalement c'est en nous, c'est dans notre ADN. C'est pas pour rien aussi peut-être qu'au-delà de la géographie, il y a, malgré certains traumatismes quand même, hein, sur Serre-Ponçon, l'histoire de Serre-Ponçon, on a quand même eu alors c'est plus le barrage le plus grand d'Europe, malheureusement, mais en fait on a tenu quand même ce challenge d'avoir le barrage le plus grand d'Europe, barrage donc hydroélectrique. Et puis avec la visite du président, donc Charles-Antoine en a parlé, hein, qui a focalisé, le président de la République a focalisé cette année-là sur Serre-Ponçon, en plein marnage en fait. Alors évidemment c'est un barrage hydroélectrique. Qui est alimenté par deux grands cours d'eau, hein, et donc une partie sur les Hautes-Alpes et une partie sur les Alpes de Provence. Et on a, je pense, médiatiquement trop focalisé sur le stress hydrique. Ben, en fait, alors il est vrai, hein, il est vrai. Nous, donc je passe sur la présentation très rapide du syndicat. Nous, on est l'image du SDEI. En fait, on est né à peu près à la même époque, finalement. Nous, c'est 2012, hein, sur la fusion des syndicats primaires d'électricité. Donc 159 communes, vous l'avez dit. Et donc la compétence régalienne première, c'est la gestion donc, en délégation de services publics auprès d'Enedis et d'EDF des réseaux publics. Et puis surtout, de cette compétence régalienne, eh bien, on a pris tout un tas d'autres compétences au fur et à mesure, que sont l'éclairage public, les réseaux de chaleur. Donc on a une régie chaleur. Donc on est exploitant et on construit les réseaux. Alors on est sur du micro-réseaux de chaleur, hein. On est sur du 100 kg, du 200 kg. En bois local, enfin en bois, donc là l'idée des élus c'est de garder en fait la ressource locale avec le bois, et puis on a 6 projets en études, dont 2 en gaz, donc avec le dit gaz de ville, dont un propane. On a également dès 2014 lancé les premières réflexions sur un plan borne, et aujourd'hui on est donc adhérent à e-borne. Donc c'est un réseau qui est interrégional, qui est sur 2 régions, PACA, enfin Sud-PACA, et puis Auvergne-Rhône-Alpes. On a tendance à dire que c'est le réseau le plus grand de France, mais en termes de nombre de charges, pas forcément en termes de nombre de bornes, enfin on a 1200 bornes. Et nous on est dans ce réseau. Et puis c'est dès le début aussi, quand les élus et quand le plan national a été lancé, se sont posé la question, d'où vient notre électricité? Et est-ce que dans la logique de l'appropriation locale de nos énergies, est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose avec toutes les questions qui viennent d'être posées ce matin, finalement, dit trivialement, s'approprier cette énergie du territoire, et comment faire que la nouvelle mobilité, les nouveaux usages soient plus acceptables, en tout cas plus supportables, en termes de différentes questions qu'on va, je pense, poser maintenant. Voilà, parce que vous parliez de ce réseau de bornes. C'est intéressant qu'on s'intéresse au sujet. Il y a 85 bornes, hein, que vous pilotez, vous, directement. Et donc, on va parler du projet qui est réalisé sur une aire de stationnement, parce que c'est un projet qui est intéressant, puisque sur place, on a une borne de recharge qui récupère de l'énergie via des panneaux solaires. Donc ça a été votre premier projet d'autoconsommation ? Oui, s'il vous plaît. Visuel suivant, voilà. Donc ça a été dit, 85 bornes. Puis quand on a lancé le plan, on avait... j'aime bien cette notion d'agora, d'ailleurs, dans la présentation auprès des élus, dans la présentation, on a un salon qui s'appelle Écomobile, donc le grand public nous posait vraiment beaucoup de questions auxquelles on n'avait pas forcément les réponses. Donc dès le départ, on s'est sur le système de production national. Alors nous, Hautes-Alpes, on est excédentaire en énergie, hein, c'est ce qui est montré là, donc avec Serre-Ponçon, mais c'est pas vrai tout le temps. C'est que Serre-Ponçon, quand on a fait faire une étude par RTE à cette époque, RTE nous dit oui, globalement sur l'année, vous êtes exportateur, mais
le Serre-Ponçon est un barrage d'intérêt national, répond à la pointe nationale, donc turbine donc le soir à la demande des Français et turbine le matin, donc au réveil des Français. Et d'où la question était complètement légitime d'où venait notre électricité. À l'époque, c'était RTE nous annonce que ça venait de Martigues et Gardanne, et que Martigues, c'est de la turbine à gaz. Et donc, Gardanne, c'était du fuel en pleine transformation en ce moment. En fait, bref, l'électricité dans les Hautes-Alpes venait d'énergie carbonée. Et quand on a compris ça, charger sa voiture électrique à 16 heures creuse pour nous, en fait, c'était pas du tout la bonne équation. Voilà, donc la vraie question a été de se réapproprier complètement la dynamique. Donc avec RTE, on a eu d'ailleurs ce démonstrateur que je vais présenter là, qui a été financé en partie par RTE, parce qu'en même temps, il y avait la construction d'une ligne très haute tension sur la haute endurance. Et voilà, et donc, première question, d'où vient notre énergie, comment faire en sorte de se charger au bon moment. Alors le véhicule électrique, ça a été présenté par le président Jean-Noël. C'est pour nous maintenant avant tout une batterie sur 4 roues, et non pas, pour les énergéticiens je parle, et non pas un véhicule de déplacement. Quand on change cette logique, on comprend que la batterie en diffus peut être un outil, peut être un atout. Et donc faire en sorte de récupérer cette énergie, d'en faire finalement un outil bidirectionnel. Mais on avait une réponse à donner, puisque si c'est en train de changer, ce n'était pas du tout le cas en 2014 et en 2017, c'est quid de nos batteries ? Quid du lithium, les terres rares. Et là, je voyais bien arriver sur le territoire ces questions auxquelles on n'avait aucune réponse, en tout cas pas industrielle, et que ces batteries elles partaient en Chine, pour le dire très clairement. Renault commençait à reprendre en fait ses premières batteries, et Nissan commençait également, et c'était tout juste naissant, à réhabiliter ces batteries pour ne pas les mettre donc à la casse, non pas les fondre, mais en fait des batteries de seconde vie, en stationnaire. Et là, on s'est dit, là, il y a quelque chose, parce que ça continue le discours. La motricité a besoin de forte puissance de court-circuit instantanément. Donc la batterie, elle va donner toutes ses premières années de vie donc, à la motricité. Puis ses secondes années de vie, ça serait sur le stationnaire. Et le stationnaire, c'est justement pour tamponner, pourquoi pas, du renouvelable. Donc on est arrivé... s'il vous plaît, diapo suivante. Voilà, on est arrivé à intuiter le fait qu'on pourrait utiliser cette logique. Et quand on regarde ce qui se passe maintenant, on a allumé les premières bornes, mise en service des premières bornes en 2017, et on voit que si on met, là, on en est à 34 000 sessions de recharge par an, rien que dans les Hautes-Alpes. Et quand on met toutes ces sessions dans une journée de 24 heures, et ça n'a pas été modifié, je parle de la charge publique, attention, pas la charge à la maison ni au travail. Quand on met toutes ces sessions sur une journée de 24 heures, sur le pas de temps d'1 heure, vous voyez qu'en fait, les automobilistes commencent à arriver à 7 heures du matin, 7-8 heures, et repartent vers 17 heures. Et bien en fait, et ça c'est confirmé chaque année, alors il y a le petit creux de la pause méridienne, c'est confirmé chaque année, et là il y a quelque chose d'intéressant à faire, une sorte d'heure creuse solaire, d'inventer finalement le fait que quand on a un flux solaire colossal, c'est de brancher nos voitures à ces moments-là et non plus les brancher en heure creuse. Donc il faut changer encore la logique. Et ça, c'est confirmé par la statistique, c'est confirmé par l'usage. Et pour le coup, le citoyen, actuellement, c'est l'objet du démonstrateur s'il vous plaît, diapo suivante, pour le coup, le citoyen automobiliste, il n'a pas conscientisé son acte. Il a besoin de recharger, il se branche, mais il le fait quand même dans la journée. Alors l'idée est venue de là, on lance les premières esquisses, c'est de se dire, on va tout cumuler, on va faire une ombrière sur une aire de covoiturage, avec de la mobilité électrique. Là on a mis une borne de charge 2 fois 50 kg, donc c'est 100 kg de puissance, avec 2 voitures électriques pouvant se charger simultanément, 14 places de parking. Et puis on va faire en sorte que l'ombrière elle soit sympa, c'est qu'on est en bois des Alpes, ce qui veut dire que l'ombrière, c'est pas d'une reproduction économique exemplaire, parce que le bois des Alpes, il a fallu passer aux normes pour avoir les assurances de cette ombrière. En tout cas, voilà, on est sur un parking ovoïde aussi, donc on a plusieurs modules. On pourrait faire des économies économiques. En tout cas, 14 places de parking, et surtout, on a mis 2 batteries de Nissan Leaf, puisque avec un protocole de management de système, Nissan a proposé, en fait, donc c'est notre entreprise SPI qui a réalisé l'affaire, a proposé de mettre, donc c'est comme si on mettait 2 voitures électriques en stationnaire, en attente, en permanence, et on en est largement aux premiers résultats qui sont
qui pourrait être mitigé, pour être complètement honnête et transparent, puisque là, on voit que l'utilisation, le fameux critère d'autoconsommation, production PV, autoconsommation, on rejette plus d'électrons sur le réseau qu'on ne vend d'électrons à la voiture. Donc les objectifs ne sont pas atteints pour vous, le service, il n'est pas assuré, c'est ça ? Alors attention, le service, il est assuré 24/24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire on va bien, qu'on soit de nuit ou dans la journée, on va bien se charger. L'idée, c'était qu'en fait, le réseau ne voit pas plus de 36 kg d'appel de puissance. Donc c'est pour ça qu'on tamponne avec la batterie, c'est pour ça qu'on tamponne le jour. Donc le service public, lui, il est assumé. Ce qui est à mitiger, enfin en tout cas à mettre en perspective, c'est le fait qu'on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus de recharge. Bon, après, quand on croise entre les annonces de l'époque, loi de Grenelle 2012, l'envolée du véhicule électrique et aujourd'hui 2% de véhicules électriques immatriculés dans les Hautes-Alpes, on a compris que l'équation était difficile. Et donc le retour d'expérience qu'on en fait, c'est ce décalage qu'il y a entre, ce manque d'appairage entre la production solaire et l'usage. Et là, on en vient sur une deuxième réflexion, c'est de se dire, en fait, et là, c'est peut-être les notions de smart grid qui interviennent, c'est lorsqu'on va conscientiser l'acte, c'est-à-dire que lorsqu'on va rendre sur un acte, est-ce que je me charge maintenant ou je me charge demain, c'est plutôt de le faire pendant les heures solaires. Et pour le conscientiser, pour le rendre efficace, en fait, l'idée, c'est de faire un signal prix. A priori, on est tous à peu près construits de la même façon, c'est comme ça qui nous motive. Et donc, le temps supérieur, on a un projet complémentaire à adosser à cette ombrière, c'est de faire de la tarification dynamique, instantanée, avec bonus-malus, et inviter en fait l'usager à venir se charger lorsque c'est soleil. Donc depuis ce projet, l'idée de l'autoconsommation mobilité, bon là, elle existe à travers cet exemple, mais elle fait son chemin. Et depuis la crise de l'énergie en plus, il y a des collectivités, des communes qui viennent vers vous. Et donc ça, c'est intéressant. Elles viennent vers vous pour quelles raisons, pour quel type de projet d'autoconsommation collective ? On commence d'abord par l'autoconsommation individuelle, et ça c'est l'exemple de Baratier, de l'aire de covoiturage. Les communes, sont, évidemment sur la crise énergétique, sont venues nous voir. On disait, mais vous, syndicat, est-ce que vous pouvez nous proposer quelque chose ? Parce que là, on voit l'envolée, il y a des services publics qui ferment, ça Jean-Charles Antoine, et ça s'est passé dans tous les territoires. Charles-Antoine l'a reprécisé. Et donc l'idée, c'était répondre à l'incertitude des tarifs, parce que là, même si on pourrait penser, donc il y a des déclarations, c'est vrai qu'on pourrait être rassuré, mais avant d'avoir une stabilité des prix, et finalement une disponibilité du nucléaire qui stabiliserait en Europe peut-être les prix, il y a quand même un pas de temps qui, entre-temps, ne garantit rien, puisqu'il y a une telle volatilité. Et donc c'est se rassurer en mettant un business plan qui est en fait le temps de remboursement d'un investissement de panneaux solaires. Et ça, le prix, on le connaît au départ, et on sait combien de temps on l'amortit, combien de temps on paie l'emprunt. Et on connaît notre prix. Donc je le dis très trivialement, mais pour le grand public, et expliquer, et c'est très intuitif, expliquer au maire, c'est vous connaissez votre prix d'achat, et puis vous connaissez donc votre prix du kilowattheure. Donc c'est déjà répondre à cette incertitude, garantir le service public, produire une énergie verte non délocalisable, ça aussi c'est un vrai enjeu sur nos territoires. Et je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit préalablement, la solidarité urbain-rural, elle est plus économique en termes énergétiques, c'est les ruraux qui vont alimenter les grandes cités, les grandes métropoles. Donc c'est bien d'avoir cet effet miroir et de montrer qu'en fait c'est aussi, quand on produit localement, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables. Et ça c'est une vraie valeur ajoutée. Donc valoriser l'énergie de notre territoire. Donc nous on a principalement le soleil et l'eau. L'eau, on l'a déjà dès le départ sous forme de neige. On l'a dans tous ses états, l'eau. On commence par la neige et puis on finit par la géothermie. Et donc, quand on parle de la neige, c'est pour ça que sur l'hydroélectricité, on a encore du potentiel, parce que ce qui se passe, c'est des nouvelles thématiques qu'on aborde avec les élus et avec les associations d'irrigants. C'est sur le fait de stocker de l'eau dans alors je ne vais pas dire des méga-bassines, mais dans des réserves collinaires, ce qui permet en fait, en la stockant, de tamponner, voire même de faire des stations de production par pompage. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'électricité est chère, on turbine. Quand l'électricité est moins chère, ou quand on a trop de soleil, on la remonte. Et donc, c'est vrai que les Alpes ont cet avantage d'avoir, enfin la montagne, d'avoir ces différentes attitudes. On commence donc, pour être exemplaire, pardon, je suis un peu long, avec la commune de La Roche des Arnaud, 1500 habitants.
Et là, le maire dit, mais moi, je voudrais que vous me fassiez quelque chose, c'est pas possible, ma cantine et mon école, ça me coûte trop cher. Et donc, on fait les simulations, on s'aperçoit que si c'est une vente totale, ça ne vaut pas le coup d'investir. Par contre, en injection partielle, monsieur le maire, ça vaut le coup parce que vous êtes sur un temps de retour de 15 ans. Mais pour arriver à ces 15 ans, il a fallu qu'on instrumente, il a fallu qu'on commence à piloter, donc ça c'est assez intrusif, rentrer en fait dans le pilotage des appareils de consommation. Et je devais montrer, s'il vous plaît, diapo suivante. Voilà, alors c'est peut-être un peu compliqué, je devais montrer l'architecture juridique, parce que dans une organisation entre un syndicat d'énergie, enfin une collectivité et une collectivité, si vous voulez utiliser votre électron, il faut être exploitant, ça c'est le droit, il faut être exploitant de la centrale. Or là, le maire ne voulait pas investir. Donc c'est le syndicat qui investit. Donc on a mis en place un bail synalagmatique. Ne me faites pas dire 2 fois le terme s'il vous plaît. C'est un bail en aller-retour. C'est-à-dire qu'en fait on a le syndicat donc, qui dispose d'une convention d'occupation, occupation de la toiture. En contrepartie, il peut donc occuper et construire la centrale. En retour, il passe une convention de mise à disposition de location, il loue la centrale à la commune. La commune devient donc exploitante de sa centrale. À ce moment-là, il peut bénéficier de son électron et donc prétendre à un tarif avec autoconsommation. Et enfin, la commune ne se sentait pas d'aller au-delà dans la supervision pour le pilotage. On a une autre convention, qui est le point 6, là, qui est la convention de supervision, où nous, on instrumente, j'ai dit précédemment, et puis surtout on suit, et on pilote à distance en fonction du J+1, de ce qui est programmé avec les données EcoWatt, donc de RTE, et avec les données Météo France. Stéphane, brièvement, le projet d'autoconsommation collective de Montmaur. Parce que là, on est sur 5 bâtiments qui s'il vous plaît, sont diapo suivante. Voilà, là, c'est la continuité, 5 bâtiments. On dépasse les 2 km. Et là, l'idée, donc, c'est de la salle polyvalente et l'école. Et la demande du maire, c'est d'en faire tous ces sites, d'alimenter tous ces sites, et à préciser que, et c'est là où on rentre en fait dans le smart home, dans la notion de pilotage intelligent de la maison, de pilotage intelligent des réseaux, c'est qu'on ne peut pas faire de l'efficacité si on n'est pas à un moment donné dans le smart. Et ça, c'est vraiment fondamental que de le préciser, parce qu'on s'aperçoit que si, là les taux, alors je ne sais pas si ça se voit très bien, mais on part rien qu'en pilotant. Donc on pilote la bâche, on pilote l'eau chaude sanitaire, parce que là il y a une cantine. On fait de la répartition du froid aussi, parce que donc entre le congélateur et les frigos. Et bien, dès qu'on commence à piloter, donc une instrumentation de 6 000 €, notez que le temps de rentabilité passe de 4 à 11%, ce qui est quand même hyper intéressant pour une commune, et surtout un temps de retour qui descend de 18 à 9 ans. Donc, le secret d'autoconsommation collective, donc on va devenir personne morale organisatrice, la PMO, et le vrai secret, puisqu'on a le gestionnaire de réseau Enedis, qui est le tiers de confiance, c'est lui qui va compter les kilowattheures, qui va vraiment vous dire comment les facturer. Donc, entre autres, c'est avec le Linky, mais une fois que c'est compté, avant de compter, il vaut mieux piloter, parce que ce qui compte, c'est vraiment faire l'appairage instantané entre ce qu'on consomme et ce qu'on produit. Merci Stéphane. On va découvrir maintenant un autre projet d'autoconsommation, plus près. C'est ici, c'est dans Lyon. On en parle avec Aurélie et Charles. Aurélie, donc c'est quoi ce projet d'autoconsommation du SDE ? Alors, le projet, il s'affiche derrière nous. Très concrètement, le syndicat a mis en place du solaire sur le bâtiment du service technique et comptabilité, qui est le bâtiment en bas à droite de l'image. Donc une petite installation comme on pourrait trouver sur une maison individuelle de 7 kg, qui permet de produire de l'électricité. Et dans le cadre de l'autoconsommation du syndicat, ça permet de produire pour 6 points de consommation, que sont le bâtiment lui-même. Il y a deux entrées de compteurs Linky, et également 2 autres bâtiments, le siège du syndicat, également les services techniques qui sont 250 mètres au-dessus, avenue de Saint-Georges à Auxerre. Et également 2 parkings où il y a des bornes de recharge de véhicules électriques. Donc ça fait 6 points de consommation et 1 point de production. Donc de la même manière, ça permet donc de produire. Alors dans un premier temps, le bâtiment est lui-même consommateur, donc il y a une autoconsommation individuelle pour un des sites, et ensuite c'est de l'autoconsommation collective pour les 5 autres points de consommation.
Et on a fait une simulation, ça vient tout juste de démarrer, l'installation a été faite là cet été. Les comptages ont démarré en septembre. La signature qui aura lieu tout de suite après, donc pour le démarrage effectif de l'autoconsommation au 1er octobre. On a fait une simulation sur le mois de septembre, sur une semaine, une moyenne, pour vous donner un ordre d'idée. Toute la production a été à 100%, quasiment à 100% consommée par ces 6 sites, ces 6 points de consommation. Bien sûr, ça ne représente pas toute la consommation, ça représente 18% des besoins électriques de ces points de consommation. Donc c'est 100% d'autoconsommation, donc 100% de la production a été mangée, il n'y a quasiment pas eu de surplus réinjecté dans le réseau. Enfin, si, tout est injecté dans le réseau, mais en termes de distribution, tout est distribué sur ces points sur les factures qui permettent de diminuer les factures à hauteur de 18%. Donc ça vient baisser de la sorte. Alors là, il n'y a qu'un seul point, un seul maître d'ouvrage, donc c'est une autoconsommation collective patrimoniale, mais il pourrait également y avoir d'autres tiers qui pourraient aussi bénéficier de ces électrons. Et alors Richard, pour quelle raison le SDE a voulu porter ce projet ? Bien, le président a dit, puisque l'on montre et on incite les collectivités locales à procéder à des aménagements, que ce soit panneaux photovoltaïques, etc., soyons exemplaires. Créons justement un démonstrateur qui présente ce qui peut s'installer sur un territoire. Mais il y a cet aspect des choses. Mais il y a l'autre aspect, c'est par la même occasion réalisons des économies, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc ça sert un peu de démonstrateur, les panneaux photovoltaïques, il y a des bornes de recharge pour les véhicules, il y aura également des candélabres qui soient photovoltaïques ou branchés également sur le réseau de production d'autoconsommation. C'était ça la volonté, c'est de créer un démonstrateur, une forme de showroom sur l'un de nos sites pour être non seulement exemplaire, mais par la même occasion faire des économies. Et Aurélie, l'idée c'est ensuite d'en tirer, j'imagine, des enseignements ? Oui, l'idée c'était quand même, puisqu'on en discute avec les communes, avec les communautés de communes, c'est aussi d'expérimenter par nous-mêmes les différentes étapes. Donc il y a l'aspect technique de l'installation qui est connu depuis un certain nombre d'années, d'installer des panneaux solaires, mais c'est très intéressant de discuter avec les installateurs photovoltaïques, avec les électriciens. Donc nous, on a pu pratiquer ces étapes un peu techniques, mais il y a également tout le volet administratif, parce que le cœur de l'information, de l'autoconsommation, c'est vraiment les échanges avec Enedis notamment, donc tout l'aspect organisationnel de cette autoconsommation collective. Et également la supervision. L'idée, c'est de pouvoir piloter et de se rendre compte de ce qu'on produit, de ce qu'on consomme, avec éventuellement dans l'évolution du projet d'installer une ombrière photovoltaïque pour augmenter la part de production d'énergie renouvelable. Et comme je disais en introduction, on est en échange avec un certain nombre de communes qui sont de plus en plus intéressés par ce projet de solaire autoconsommation collective. On a, je cite 2 communes que j'ai en tête, Bussy-en-Othe et la Comcom du Serein, qui y réfléchissent et et on en a encore plus de 14 là à sortir des analyses d'opportunité sur d'autoconsommation collective et qui ont un peu de la même manière, déjà dans un premier temps, des projets de la sorte patrimonial, où c'est la commune ou la communauté de communes qui installe du solaire sur un site. Et là, en l'occurrence, pour ces deux exemples-là, ils ont 14, je crois, et 18 ou 19 points de consommation. Donc vous voyez que ça peut toucher tous les bâtiments patrimoniaux du maître d'ouvrage. Et pour la Comcom, justement, c'est également de demander une dérogation au-delà des 2 kilomètres pour aller toucher les bâtiments sur plusieurs communes appartenant à la communauté de communes. Merci pour ces précisions. Puisque vous parlez de ce projet, je vais inviter Jean-Noël Loury, le président du SDE, à me rejoindre, ainsi que Thomas Frauli, le directeur régional de Enedis, pour signer officiellement cette convention entre Enedis et le SDE pour la mise en œuvre de cette opération d'autoconsommation collective. Alors c'est tout simple, vous êtes invités à signer sous les logos de vos 2 institutions et entreprises. Allez, c'est parti, c'est officiel. Et pour vous encourager dans cette signature, on vous applaudit. Merci beaucoup.
et félicitations pour cette première opération. Et on remercie Stéphane Raisin, Aurélie Rossignol et Thomas Gégère d'être venus nous présenter avec Charles-Antoine Gauthier donc, ces projets d'autoconsommation électrique.